Bien, nous allons compléter le cours d'estimation d'une moyenne à partir d'un logigramme. Alors, ce logigramme se veut être un outil pragmatique qui va définir la liste de tâches, l'ordre des tâches à mettre en œuvre lorsqu'on est confronté à un problème d'estimation de moyenne. Alors, quel est le plan de cette présentation? On va d'abord rappeler le principe de la démarche d'estimation d'une moyenne en introduction. Ensuite, dans ce logigramme, on va voir les étapes préliminaires à la phase de calcul. C'est généralement la phase de calcul que les étudiants retiennent en premier, mais bien évidemment, lorsqu'on est confronté à la mise en œuvre de sciences expérimentales, il y a tout un tas d'étapes à mettre en œuvre avant de faire des calculs. Ensuite, on rappellera, on reverra la complémentarité entre les graphiques et les calculs. Voilà, donc quelques graphiques et quelques calculs. On rappellera dans une branche du logigramme la mise en œuvre du test de groupe simple, qui est un test destiné à vérifier s'il y a ou non une valeur aberrante à l'une des extrémités d'une distribution de valeurs. On reprécisera par un graphique la carte de contrôle aux valeurs individuelles. Et puis, naturellement, on conclura avec le résultat de mesure. Voilà le plan de la présentation. Alors, en introduction, on va rappeler, mais très succinctement, le principe de la démarche d'estimation. On nous demande, ici en l'occurrence, d'estimer la teneur en plomb moyenne d'un foie de bœuf. Voilà, donc on part d'une population. La population, ça va être l'intégralité du foie de bœuf. Comme il est impossible de caractériser toutes les particules élémentaires de ce foie de bœuf, eh bien, avec une technologie appropriée, on va extraire un petit échantillon de taille 10 en l'occurrence, et on va soumettre cet échantillon à la mesure de la teneur en plomb, et donc on va obtenir une série de valeurs mesurées Y1, Y2, YI, YN. Ces valeurs mesurées, on va les résumer par des statistiques descriptives, moyenne arithmétique et quart type, qui n'auront un sens que si dans ces valeurs il n'y a pas de valeur aberrante en présence d'un petit effectif d'échantillon. Une valeur aberrante crée un biais sur la position de la moyenne, et une valeur aberrante crée une inflation de l'écart type, et ces écarts ou ces biais ou ces inflations vont se répercuter sur le résultat de mesure, qui est un intervalle qui fait appel aux statistiques inférentielles. Voilà la définition de l'intervalle. Donc avant de calculer cet intervalle, eh bien, il y a une démarche logique à suivre, et c'est cette démarche que nous allons commenter à partir d'un petit exemple. Voilà. Alors un logigramme, ça n'a qu'un début et ça n'a qu'une fin. On va avoir sous forme de boîte rectangulaire une succession de tâches qui sera essentiellement définie à partir de verbes, comme définir la méthode de mesure, former les opérateurs, et puis on verra apparaître un petit peu plus tard des questions sous forme d'un losange, et ces questions pourront donner lieu à des réponses de type oui ou non, pour définir les différentes branches du logigramme. Donc tout commence par la définition d'une méthode de mesure. Et bien évidemment, il ne viendrait à l'idée de personne de caractériser les individus d'un échantillon si la méthode de mesure n'a pas été définie. Et il existe des méthodes qui permettent de quantifier la qualité d'une méthode de mesure. Ce sera l'objet d'autres présentations. Une fois que la méthode de mesure est définie, il ne faut pas oublier de former les opérateurs pour s'assurer qu'ils mettent bien en œuvre la méthode qui a été proposée. Et en particulier, s'il y a plusieurs opérateurs qui peuvent être amenés à effectuer les mêmes séries de mesures, il faudra s'assurer qu'on ne voit pas de différence liée à l'opérateur. Une fois qu'on a formé l'opérateur, on va définir le plan d'essai. Alors définir le plan d'essai, c'est dire quel est l'effectif d'échantillon que l'on veut obtenir et quelle est la manière d'extraire cet échantillon de la population. Donc ici, le plan d'essai sera, on l'a dit en introduction, défini à partir d'un effectif d'échantillon égal à 10. C'est 10 prélèvements sur un même foie de bœuf et le mesurand, la grandeur que l'on cherche à mesurer, et la teneur en plomb de ce foie de bœuf. Cette teneur en plomb est exprimée en milligrammes par kilo.
Une fois qu'on a défini le plan d'essai, il va falloir réaliser les essais, et chose qui est souvent peu pratiquée dans le milieu universitaire, mais qui doit absolument l'être en milieu industriel, c'est la réalisation des essais dans un ordre aléatoire, de façon à diluer autant que faire se peut des dérives expérimentales éventuelles. Donc il faut penser à attribuer un numéro d'ordre à ces essais. Il se trouve qu'ici c'est le même que celui défini précédemment, et vous avez à votre disposition, lorsqu'on veut un générateur de nombres aléatoires, une fonction dans Excel qui s'appelle aléa.entre.borne, qui vous permet d'associer un nombre aléatoire compris ici entre 1 et 10 à chacun des essais. Une fois que ces essais ont été réalisés, il convient de collecter les données. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas forcément directement accessibles sur un outil informatique. On les a recopiées dans un cahier de laboratoire au fur et à mesure de leur obtention, et donc il s'agit de les collecter en faisant attention aux séparateurs décimaux, aux unités qui peuvent parfois différer d'un essai à l'autre. Et une fois qu'on a collecté ces données, on est toujours dans les étapes préliminaires, eh bien, il va falloir les tabuler. Alors les tabuler les données, ça veut dire les mettre dans un tableau, dans un tableur informatique, non pas pour les laisser dans le tableau, mais pour en faire quelque chose. Et on va en faire soit des graphiques. On a parlé de fonctions de répartition, de boîtes à moustaches, de nuages de points, de cartes de contrôle, soit pour en faire des calculs. On va calculer la moyenne, on va calculer l'écart type. Et il faut toujours réfléchir, lorsque on s'apprête à recopier les données dans un tableur, sur la manière de procéder. Comment va-t-on les agencer dans les cellules du tableur pour qu'ensuite on se facilite l'accès aux fonctions mathématiques et aux outils graphiques des tableurs. Donc voilà les étapes préliminaires. On définit la méthode de mesure. En stage, elle aura été définie par un cahier des charges. On vérifiera que vous la mettez bien en œuvre au travers de la formation des opérateurs. On définit un plan d'essai, c'est essentiellement la technique d'échantillonnage et l'effectif d'échantillon à prélever. On réalise les essais, si possible dans un ordre aléatoire par rapport à l'ordre de prélèvement. On collecte les données, on les tabule. Et donc à partir de là, maintenant, on dispose des données, c'est ce qu'on voit ici dans ce tableau. Et à partir de ces données, il faut estimer la teneur moyenne en plomb, ici du foie de bœuf. Alors, après ces étapes préliminaires, on va d'abord, et ceci est important, commencer par faire un graphique. On va construire la fonction de répartition. Alors la fonction de répartition, dans la partie dédiée au cours, on a expliqué les tenants et les aboutissants de ce graphique, la manière de la construire. On va le rappeler ici à partir de l'exemple. L'objectif, c'est de montrer comment les valeurs d'une variable aléatoire sont réparties de la plus petite à la plus grande d'entre elles. Et donc la première des choses à faire, c'est trouver la plus petite, trouver la plus grande et ranger les autres en tenant compte des ex-aequo entre la plus petite et la plus grande. Pour ça, vous avez à votre disposition une fonction dans Excel qui est la fonction rang. Nombre correspond à la cellule qui contient la valeur mesurée pour laquelle on veut obtenir le rang. Référence, c'est la plage des cellules. Et ordre, il ne faut pas oublier de renseigner cet item. Vous pouvez préciser l'ordre croissant ou décroissant au sens d'Excel. Et pour nous, naturellement, c'est du plus petit au plus grand. Une fois qu'on a le rang, on va regarder quelle est la valeur maximale du rang, de façon à transformer le rang petit i en fréquence, i-1 divisé par rang maxi-1. Et à partir du moment où on a la fréquence, on va faire un nuage de points, c'est la construction de la fonction de répartition, en mettant ici sur l'axe horizontal la teneur en plomb, exprimée en milligrammes par kilo, et sur l'axe vertical, la probabilité ou la fréquence suivant les auteurs. Qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique? On constate que la plus grande teneur en plomb semble un peu, sinon beaucoup, éloigné de l'ensemble des autres valeurs qui se situent plutôt aux alentours de 1,2 mg par kilo. Alors, il faut se demander, dans l'analyse de cette fonction de répartition, s'il n'y a pas eu une erreur de saisie, et s'il n'y a pas erreur de saisie, il va falloir se prononcer sur cette valeur. Alors,
après avoir dessiné la fonction de répartition et après l'avoir analysée, eh bien, on va faire un premier calcul ou une première estimation. On va estimer les quartiles de la distribution. Pourquoi? Parce que c'est à partir des quartiles que l'on va construire la boîte à moustaches. Et pour estimer les quartiles, Excel, aussi bien que vos machines à calculer, vous permettent de le faire à partir d'une fonction qui s'appelle quartile. Dans la boîte de dialogue matrice, c'est l'ensemble des 10 valeurs de teneur en plomb à partir desquelles on veut calculer des quartiles, et le quart, eh bien, si vous mettez 0, vous avez la plus petite valeur, si vous mettez 1, vous avez le premier quartile, et ainsi de suite. Si vous mettez 3, vous avez le troisième quartile, et 4, vous avez le maximum. Les quartiles, en particulier le premier, le troisième, le mini et le maxi, vont nous permettre de construire une boîte à moustaches. Et je l'avais dit en cours et je le répète ici, je vous recommande de superposer la boîte à moustaches sur la fonction de répartition pour voir combien de valeurs aux extrémités de la distribution peuvent paraître suspectes sinon aberrantes. Alors en l'occurrence ici, on retrouve notre forte valeur de teneur en plomb, à plus de 2 mg par kilo. On voit la boîte et on voit que la moustache de droite est très grande par rapport à la boîte. Je vous rappelle que la boîte représente 50% des valeurs au centre de la distribution. C'est le gros de la tendance centrale. Et dans la construction des boîtes à moustaches, de façon pragmatique, on va reporter de part et d'autre des moustaches théoriques, ou des moustaches de longueur théorique, c'est ce qui est matérialisé par des traits violets sur ce graphique, telles que les valeurs qui seront situées au-delà seront suspectes. Et donc en l'occurrence ici, la plus grande teneur en plomb est suspecte, et également la plus petite teneur en plomb va apparaître comme étant suspecte. Voilà, donc les moustaches de longueur théorique sont égales à 1,5 fois l'intervalle interquartile, et on reporte ces longueurs de part et d'autre de la boîte. Alors, jusqu'à présent, dans le logigramme, nous avions vu exclusivement des actions sous forme de verbes, construire et analyser une fonction de répartition, former les opérateurs. Et bien maintenant, il va falloir prévoir des bifurcations au travers de questions que l'on représente dans des losanges. Et ces questions ne peuvent avoir que deux types de réponses, soit oui, soit non. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est observe-t-on plusieurs, et le pluriel ici a toute son importance, valeurs suspectes à une même extrémité de la distribution, c'est-à-dire observe-t-on au moins 2, sinon 3 valeurs situées au-delà des moustaches de longueur théorique. C'est pour ça que je vous ai invité à superposer la boîte à moustaches sur la fonction de répartition. Eh bien, si c'est le cas, imaginez qu'il y ait 2 valeurs au-delà des moustaches de longueur théorique du côté du maxi ou du côté du mini, eh bien, à défaut d'autres outils, vous allez considérer que ces valeurs suspectes deviennent des valeurs aberrantes. Vous allez les supprimer. Pourquoi? Parce qu'elles contribuent à déplacer la moyenne de leur côté et à augmenter de manière exagérée l'écart type expérimental. Et après avoir suspecté ces données, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le noter dans un rapport, bien évidemment, mais il faut également retabuler les données pour refaire une fonction de répartition. C'est pour ça que la tâche tabuler les données a toute son importance. Chaque fois que l'on va supprimer des données, il va falloir retabuler les données restantes pour pouvoir continuer à mettre en œuvre la méthode. Alors dans notre cas, on n'a pas plusieurs valeurs suspectes, on n'en a qu'une, mais le logigramme présenté ici veut être le plus général possible, et donc il fallait envisager cette situation. Alors, si on n'a pas plusieurs valeurs suspectes, cela veut dire que l'on n'en a aucune, ou que l'on en a une. Alors, en répondant non à la question « observe-t-on plusieurs ?», il va falloir, un petit peu plus tard, faire un distinguo entre, finalement, toutes les valeurs sont largement comprises à l'intérieur des moustaches de longueur théorique, ou il y a une valeur à une extrémité de la distribution qui s'échappe des moustaches de longueur théorique. Donc à partir de là, on va calculer la moyenne arithmétique, au risque de devoir supprimer une valeur suspecte et de devoir la recalculer. On va calculer la moyenne arithmétique, LOBI,
à l'équation somme équipondérée des valeurs mesurées, y1 plus y2 plus y3 plus yn divisé par n, et naturellement les tableurs, les machines à calculer vous permettent de la mettre en œuvre. Après avoir calculé la moyenne arithmétique, vous allez calculer l'écart type expérimental. Donc l'écart type expérimental, c'est la racine carrée de la variance expérimentale, c'est quelque part la somme des carrés des écarts à la moyenne, divisé par un nombre de degrés de liberté, avec une racine carrée pour se remettre dans l'unité de mesure. Naturellement, les machines à calculer, les tableurs, par exemple Excel avec la fonction écart type, vous permettent d'obtenir immédiatement l'information. Une fois que l'on a calculé la moyenne et calculé l'écart type, on va se poser la question, et seulement à ce niveau-là, observe-t-on une seule valeur suspecte? Ce qui fait que si on répond oui, on va mettre un test de groupe simple en œuvre pour confirmer ou non la présence de la valeur suspecte. Et si on répond non, ben on aura déjà calculé la moyenne, on aura déjà calculé l'écart type, et donc on ira directement calculer le résultat de mesure. Alors, si on répond oui, c'est ce que je vous ai dit, eh bien on va mettre en œuvre un test de groupe simple dont l'objectif est de s'assurer ou de vérifier que la valeur la plus grande ou la valeur la plus petite à une extrémité d'une distribution est aberrante ou non. C'est pour ça que s'il y a plusieurs valeurs manifestement éloignées, eh bien le test de groupe simple n'apportera pas grand-chose et il faut le réserver à ce seul cas de figure, et c'est le cas de figure que l'on observe dans la mesure de la teneur en plomb du foie de bœuf. Alors, comment mettre en œuvre un test de groupe simple? On rappelle ici succinctement la démarche. Eh bien, on va calculer la distance entre la plus petite valeur et la moyenne en l'exprimant sous la forme d'un nombre d'écart type. Donc ici, la plus petite teneur en plomb est située à 0,9 écart type de la moyenne. Au même titre, on va calculer la distance entre la plus grande valeur mesurée et la moyenne arithmétique, et cette distance, on va l'exprimer en nombre d'écart type. Dans le cas présent, la plus grande teneur en plomb est située à 2,71 écart type de la moyenne. Donc vous voyez, on est quelque part 3 fois plus éloigné. Et la question, à partir de quand peut-on dire que l'on est trop éloigné? Bien. Pour répondre à cette question, on rappelle que Grups, en 1969, a profité d'une publication pour donner des limites, des valeurs critiques. Au passage, il a proposé 2 tests, un test simple pour tester une valeur aberrante et un test double pour tester les 2 plus grandes et les 2 plus petites valeurs, mais bon, dans une initiation, l'explicitation du test double est un petit peu complexe, donc on se limite au test de groupe simple. Donc là encore, comment savoir si une valeur est aberrante? Eh bien, en projetant la statistique du test dans un des 3 compartiments. Si on est plus petit que la valeur critique à 5%, la valeur est correcte. Si on est entre la valeur critique lue dans la table de Grups à 5% et celle à 1%, la valeur est isolée, on ne la supprime pas. Peut-être est-ce l'effet d'un petit effectif d'échantillon, et si on avait pris un effectif d'échantillon plus gros, d'autres valeurs seraient venues compléter la distribution. Par contre, si on a une statistique du test plus grande que la valeur critique à 1%, eh bien, on déclarera que le mini ou le maxi est aberrant. Et donc ici, regardons ce qui se passe. La valeur critique à 1% vaut 2,48 ou 2,482. Donc on lit cette valeur critique à l'intersection de la ligne correspondant à l'effectif d'échantillon, n égale 10, à la colonne correspondant au risque souhaité, 1%. Et donc, puisque notre distance vaut 2,713, eh bien, la plus grande valeur est déclarée aberrante. Alors, on se pose la question, est-ce que le test de Grups confirme la présence d'une valeur aberrante? On l'avait suspecté avec la boîte à moustaches. Eh bien, la réponse est oui. Et si on répond oui, eh bien, naturellement, on va supprimer la valeur aberrante, et naturellement, on va tabuler les données, sans oublier désormais de dire que nous n'avons plus 10 valeurs, mais nous n'en avons plus que 9. Voilà. Donc on remonte dans l'axe du logigramme à l'action de tabuler les données, et puis on va faire ici, pour la forme, un second passage dans la boucle. Donc on va tabuler les données, on construit et on analyse la fonction de répartition avec les 9 valeurs de teneur en plomb dans le foie de bœuf. On voit tout de suite que
il n'y a plus de trous très importants, au moins aux extrémités de la distribution. On va venir superposer une boîte à moustaches sur la fonction de répartition qui montre encore que la plus petite teneur en plomb a l'air un peu isolée par rapport aux autres. À la question « Observe-t-on plusieurs valeurs suspectes à une même extrémité de la distribution ?» On répond non, puisqu'on ne voit pas au moins 2 points sur la fonction de répartition situés au-delà des moustaches de longueur théorique. Si on n'observe pas plusieurs valeurs suspectes, eh bien on calcule la moyenne, on calcule l'écart type, et puisqu'il y a encore une seule valeur suspecte située à gauche, eh bien on va encore une fois mettre un test de groupe simple en œuvre pour confirmer ou non eh bien, si la valeur minimale concernant la teneur en plomb du foie de bœuf est trop éloignée de la moyenne. Alors on voit au passage que l'écart type a fortement changé, il a diminué, donc on ne s'étonne pas que la statistique G-mini est augmentée, 1,88. La statistique G-maxi qui était plus grande que 2,7 vaut maintenant 1,722. Attention, l'écart type a été fortement diminué par la suppression de la plus forte valeur de teneur en plomb. On se demande si finalement la statistique du test la plus grande est située dans la case des valeurs aberrantes, des valeurs isolées ou de la valeur correcte. Et bien ici, regardez, G-mini vaut 1,887. 1,887 c'est plus petit que la valeur critique à 5%, elle vaut 2,215, on la lit sur la ligne n égale 9 pour un risque de 5%, et donc eh bien, on va accepter la plus petite teneur en plomb du foie de bœuf. Donc confirme-t-on la présence d'une valeur aberrante? Eh bien non. Donc puisqu'il n'y a pas de valeur aberrante, donc on peut arriver à cette cellule soit après confirmation et mise en œuvre de groupe, soit directement, eh bien on va construire et analyser la carte de contrôle aux valeurs individuelles. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant dans ce genre de démarche, mais on va voir que ça peut présenter un intérêt. Cette carte de contrôle va nécessiter de positionner sur le nuage de points un trait horizontal qui représente la moyenne arithmétique, et vous allez pouvoir, de part et d'autre de ce trait, positionner ce qu'on appelle des limites de contrôle supérieures pour LECS, limite de contrôle inférieure pour LECI. Eh bien, ces 2 traits rouges sont situés à plus ou moins 3 écarts types de la moyenne. On peut également, ça n'a pas trop d'intérêt dans ce contexte, positionner des limites de surveillance pour les valeurs individuelles situées à plus ou moins 2 écarts types de la moyenne, et ces limites de surveillance supérieures et inférieures sont matérialisées par des traits orange. Donc voilà l'allure de la carte de contrôle dans notre exemple. On remarque bien sur l'axe horizontal que l'échantillon 5 a été supprimé, c'est celui pour lequel on observait une teneur en plomb très élevée, et il faut porter un jugement sur cette carte, en particulier regardez s'il n'y a pas de phénomène de dérive au cours de la réalisation des essais, s'il n'y a pas un déréglage significatif avec un nombre trop important de points d'un côté ou de l'autre de la moyenne. Ce que l'on verra le plus facilement, c'est des phénomènes de dérive. On peut considérer que si on a 6 points dans une tendance croissante ou décroissante consécutivement, bien, pendant cette période de temps, eh bien, en plus des phénomènes aléatoires, est venue se superposer une dérive dont on peut supposer qu'elle est instrumentale. Alors, observe-t-on des valeurs à l'extérieur des limites de contrôle? Je dirais que vous ne répondrez jamais oui à cette question si vous avez mis en œuvre convenablement une boîte à moustaches et éventuellement un test de Grups. Si vous répondez non, ce qui sera généralement le cas, vous allez vous poser une deuxième question. Observe-t-on un caractère non aléatoire dans la distribution des valeurs mesurées? Alors, il est évident que si on a 5 valeurs, on va pas voir grand-chose. Mais si vous voyez une dérive, c'est-à-dire des résultats continuellement croissants, voire décroissants sur une période un peu trop importante, eh bien, il vous faut suspecter un problème d'échantillonnage, un problème de dérive. Donc, si vous répondez oui à la question observe-t-on un caractère non aléatoire, eh bien, on va suspecter un problème d'échantillonnage, et là, ben, ce n'est pas un problème de tabulation des données. Il faut reprélever un échantillon et puis remettre en œuvre la méthode d'analyse. Donc, dans notre cas, on répond non.
On a vu que sur la carte de contrôle aux valeurs individuelles, il n'y avait pas de tendance marquée qui pouvait nous laisser suspecter un problème non aléatoire. Donc par voie de conséquence, on valide la valeur de la moyenne arithmétique, on valide la valeur de l'écart type, c'est-à-dire que finalement les valeurs qui servent à calculer ces deux statistiques sont suffisamment cohérentes pour être représentatives de ce qu'on a vu dans l'échantillon. Et à partir du moment où on a validé la valeur de y bar et de s, on va choisir un risque alpha. On aurait très bien pu le choisir en amont de l'analyse. Je vous rappelle que dans une estimation par intervalle, on prend le risque que la vraie valeur de la moyenne de la population se situe en dehors de l'intervalle. Donc les risques choisis sont faibles, généralement 5% si on n'a pas d'autres informations pour l'estimation d'une moyenne. Le fait de choisir le risque nous permet de lire dans la table de student la valeur petit t en fonction du nombre de degrés de liberté. Voilà. Alors, les valeurs, on peut les trouver dans des livres. Ici, le nombre de degrés de liberté est égal à 8. On a 9 valeurs qui ont servi à calculer la moyenne, 9 valeurs qui ont servi à calculer l'écart type, et le nombre de degrés de liberté, c'est, dans l'estimation d'une moyenne, le nombre de valeurs moins 1. Donc 9 moins 1, ça fait 8. Avec un risque de 5%, on lit dans la table de student un facteur d'élargissement qui est égal à 2,3. On peut trouver directement la valeur pour des gens qui sont des adeptes des tableurs informatiques, en particulier sur Excel avec la fonction loi.student.inverse.bilatéral. Il suffit de renseigner le champ probabilité en mettant la valeur du risque, 5%, 0,05, et le degré de liberté, ici c'est 8. Voilà. À partir du moment où on a fait tout ça, on connaît la moyenne, on connaît l'écart type, on connaît la valeur petit t, il ne reste plus qu'à calculer les bornes de l'intervalle sous la forme y bar plus ou moins t fois s sur racine de n. On rappelle que s sur racine de n, c'est l'écart type de la moyenne, et donc on a un intervalle qui est la moyenne plus ou moins un certain nombre de fois le doute sur la moyenne. Tout calcul fait, la teneur en plomb de ce foie de bœuf sera comprise entre 1,095 mg par kilo et 1,260 mg par kilo. Attention, en résultat de mesure, c'est un ensemble de valeurs, donc le voilà l'ensemble, complété par toute autre information pertinente disponible. Eh bien, cet intervalle, on a associé à cet intervalle un risque alpha de 5%. L'effectif d'échantillon qui a permis de faire ce calcul est égal à 9, puisque on a supprimé une valeur aberrante qui était 2,185 mg par kilo. Et après avoir estimé le résultat de mesure, il reste à éditer un rapport d'analyse. Ce rapport va présenter naturellement le résultat de mesure, mais peut présenter également des graphiques et la démarche qui vous ont permis d'avancer pas à pas depuis la collecte des valeurs expérimentales. Et une fois qu'on a édité le rapport d'analyse, on a fini pour l'estimation de la moyenne. Voilà. Alors, ces outils de type logigramme, vous pouvez en construire quelles que soient les méthodes. On en verra d'autres dans d'autres chapitres. L'idée, c'est de vous les approprier, de les enrichir avec, par exemple, des boîtes de dialogue Excel, par exemple avec des formules mathématiques, par exemple avec des rappels de cours, de telle sorte que, confronté à un problème d'estimation de moyenne, en suivant avec le doigt les branches du logigramme, vous puissiez mener à bien votre étude. Et donc c'est pour ça qu'après la conclusion, on va proposer un petit exercice. Donc si je récapitule ce que nous avons fait dans ce logigramme, associé à la démarche d'estimation, partant d'une population, un foie de bœuf, on a extrait un échantillon, cet échantillon, on l'a caractérisé, on a fait des statistiques descriptives sur cet échantillon, on s'est aperçu que les hypothèses nécessaires aux statistiques référentielles n'étaient pas satisfaites, il y avait une valeur aberrante, on a supprimé, avec les valeurs restantes, on a confirmé qu'il n'y avait plus de valeur aberrante, et donc on est arrivé au résultat de mesure qu'on a commenté sur les transparents précédents. Voilà. Alors,
petit quiz traditionnel pour valider les apprentissages. On vous propose de reproduire sur une feuille de papier au format A3 un logigramme présentant les étapes de la démarche d'estimation de la moyenne. Et naturellement, faites en sorte que ce soit agréable à regarder, ou du moins que ce soit utile si vous êtes confronté à ce problème. Et donc les boîtes de dialogue, on va essayer de les arranger en différentes colonnes. Une colonne qui est l'axe du logigramme, c'est finalement là où on revient en fonction des questions et de l'avancement de la démarche. Et une colonne où on va mettre en évidence tous les calculs que l'on va faire dans la démarche. Une colonne où on va faire des suppressions, supprimer les valeurs suspectes, supprimer la valeur aberrante, et puis une colonne peut-être dédiée au test de Grubb. C'est une proposition, il faut que le logigramme soit le plus clair possible. Alors ensuite, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, vous pourrez envisager d'autres représentations en mettant peut-être en évidence une colonne, une cinquième colonne, avec les graphiques comme la boîte à moustaches, la fonction de répartition ou la carte de contrôle des valeurs individuelles. Et ensuite, vous allez pouvoir comparer les différentes représentations graphiques que vous avez faites, de façon à retenir celle qui vous paraît la plus adéquate par rapport à vos attentes, et surtout, n'hésitez pas, comme on l'a dit précédemment, à enrichir cet outil qui va tenir sur une feuille A3, qui sera vraiment le résumé de la méthode. N'hésitez pas à l'enrichir avec comment faire avec Excel, comment faire avec la machine à calculer, ou peut-être des rappels de définition ou de formules qui pourraient vous être utiles. Alors, on va récapituler un petit peu ce qu'il convient de mettre dans l'axe du logigramme. Dans l'axe du logigramme, c'est là où on va démarrer avec le début et c'est là où on va s'arrêter avec la fin. Donc, si je récapitule, on va définir la méthode de mesure, on va former les opérateurs, on va définir un plan d'essai, on va réaliser les essais, on va collecter les données et on va les tabuler. Pourquoi faut-il faire apparaître tabuler les données? Parce qu'on l'a vu, si on supprime des valeurs, il va falloir retabuler pour pouvoir mettre en œuvre les calculs ou les graphiques. Ensuite, dans une autre couleur, j'ai fait apparaître les graphiques, construire et analyser la fonction de répartition, et conjointement, on calcule les quartiles de la distribution de façon à construire et analyser une boîte à moustaches. On se pose une question. Mis en rouge, observe-t-on plusieurs valeurs suspectes? Si oui, à défaut de connaître d'autres tests, on va supprimer les valeurs suspectes qui de fait deviennent des valeurs aberrantes, puis on va retabuler les données et remettre en œuvre la démarche. Si on ne suspecte pas plusieurs valeurs, ça veut dire qu'il y en a une ou aucune, donc on va calculer la moyenne et on va calculer l'écart type. Si on observe une seule valeur, on va se servir de cette moyenne et de cet écart type pour mettre en œuvre un test de Grubb. On va mettre une question, est-ce qu'on confirme ou non la présence d'une valeur aberrante? Si on répond oui, ce qui était le cas dans l'exemple de la teneur en plomb du foie de bœuf, on va supprimer la valeur aberrante pour refaire un passage dans la boucle. À partir du moment où on n'a plus de valeur suspecte ni aberrante, on vous propose de construire la carte de contrôle aux valeurs individuelles, l'objectif étant non pas de voir des valeurs en dehors des limites de contrôle, mais surtout de se demander si dans les valeurs observées et dans l'ordre d'acquisition, on n'a pas un phénomène de dérive, on n'a pas un phénomène non aléatoire. Si c'est le cas, on supprime ou on suspecte, et auquel cas on retabule ou on recommence. Et à partir du moment où finalement les données sont cohérentes, il n'y a pas visiblement de phénomène non aléatoire, on va valider ce qu'on avait calculé, la valeur de la moyenne arithmétique, la valeur de l'écart type, puisque ce sont ces deux valeurs qui servent dans l'estimation du résultat de mesure après le choix d'un risque alpha. Il ne reste plus alors qu'à éditer un rapport d'analyse, et puis nous aurons atteint la fin de la démarche. Donc, je vous propose de reprendre ces items, qui sont les items des boîtes de dialogue du logigramme, et puis à partir de découpage et de collage, de construire le logigramme, et puis peut-être d'essayer de l'améliorer. Donc je vous souhaite un bon travail pratique pour construire votre logigramme. Et nous avons atteint la fin de cette séquence.